Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour François Villeroy de Galhau. Bonjour Apolline de Malherbe. Vous êtes le gouverneur de la Banque de France. Au fond, c'est la tour de contrôle de l'économie française. Perspective de croissance à la baisse. Contexte international menaçant. Est-ce qu'on a les moyens de redresser notre économie et de muscler notre défense? Voilà l'une des questions que je voudrais vous poser ce matin. Mais avant de parler de la France, je voudrais quand même qu'on parle de vous. Enfin de vous, c'est-à-dire de la Banque de France. Parce que la Banque de France a publié mercredi une perte nette record pour l'année 2024, 7,7 milliards d'euros. Je vous avoue que c'est pas très rassurant quand son banquier va pas très bien. Ça ne doit pas inquiéter, c'était prévu, Apolline de Malherbe. Ça se passe d'ailleurs pour toutes les grandes banques centrales dans le monde, et c'est lié à notre lutte contre l'inflation, qui a été efficace. Dans un paysage économique qui est difficile à l'échelle internationale, vous en avez parlé, il y a un élément de confiance, c'est que nous avons ramené l'inflation à 2%. Alors pour cela, nous avons dû faire un certain nombre d'opérations de politique monétaire, je ne rentre pas dans les détails, qui ont entraîné des pertes, mais que nous pouvons parfaitement absorber dans une situation financière très solide de la Banque de France. Il n'y aura pas d'appel aux contribuables, il n'y aura pas de recapitalisation, et par ailleurs, j'ai dit clairement hier que ces pertes seraient très diminuées dès cette année. Je vous repose la question, vous dites qu'il n'y aura pas d'appel aux contribuables, c'est 7,7 milliards. Est-ce qu'ils s'ajoutent au déficit de l'État? Est-ce qu'ils sont sur une sorte d'autres lignes à côté? Non, parce que nous les prenons dans le bilan de la Banque de France. Et c'est d'ailleurs beaucoup moins que si je prends la Bundesbank allemande, qui est à 19 milliards de pertes, ou probablement la Banque centrale américaine, qui sera à plus de 60 milliards. Donc, c'est normal, parce que c'est le cycle de la politique monétaire. Vous savez, l'objectif de la Banque centrale, ça n'est pas de faire des profits, ni encore moins de faire des pertes, c'est de ramener l'inflation à 2%, objectif atteint, ce qui est une bonne nouvelle. Objectif atteint. Prévision de croissance, en revanche, à la baisse. Vous tabliez initialement sur une croissance française à 0,9%. Vous l'avez revu à la baisse à 0,7%. On va essayer de voir quelles sont les conséquences. Mais d'abord dans un contexte où aujourd'hui même, il y a à nouveau à Bercy une grande réunion sur la question du financement de notre industrie de défense et de l'effort de défense demandé. Cette réunion sur ce qu'on peut appeler l'économie de guerre ou l'effort de guerre, est-ce qu'on aura les moyens de mener ce réarmement et que faudra-t-il sacrifier? D'abord, un tout petit mot sur la croissance. Vous avez dit tout à l'heure que j'étais optimiste. Vous restez quelqu'un, je crois, dans le caractère optimiste. Je ne sais pas si vous le restez je me méfie, dans le contexte si actuel. vous me permettez, Apolline de Malherbe, je me méfie de ce mot. Je suis déterminé. Parce que nous sommes dans un environnement international, à cause des politiques de M. Trump, on va en reparler, qui est un environnement négatif pour la croissance. D'abord aux États-Unis, mais c'est vrai par contre-coup en Europe, d'où notre révision à la baisse. Alors sur la question de la défense que vous posez, d'abord je crois qu'il faut un effort de défense. C'est pas à moi de décider sa taille, mais il est légitime pour que l'Europe retrouve la maîtrise de son destin militaire, mais aussi économique. On en parlera. Et malheureusement, le retournement américain pousse à une souveraineté militaire européenne. Maintenant, la question qu'on voit ces jours-ci, et ça sera la réunion d'aujourd'hui, c'est une première question. Elle est peut-être un peu plus facile que celle qui se posera à la fin. Qu'est-ce que je veux dire par là? La première question, c'est qui va prêter au début aux industries de défense? Alors, on trouvera l'épargne qui peut s'investir. C'est encore mieux d'ailleurs si ça se passe sous forme de fonds propres, c'est-à-dire de capitaux renforcés des entreprises de défense. Je crois que c'est l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Mais la question plus difficile qui viendra ensuite, c'est qui va payer à la fin? Et là, la réponse est malheureusement claire. C'est forcément de la dépense publique. Il n'y a que l'État qui puisse acheter le matériel militaire ou payer la solde des militaires, etc. Donc ça pose de façon encore plus aiguë la question de la reprise de contrôle de nos finances publiques et de nos déficits. Et qui est d'ailleurs ce que vous disiez depuis bien longtemps et bien avant le contexte international immédiat. Alors j'étais d'ailleurs pas le seul à le dire. Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, et pas mal d'observateurs.
Nous en avons le devoir, nous en avons aussi les moyens. On va y revenir, mais il faut que nous en ayons la volonté. On peut y arriver, mais avec exigence. C'est ce que je comprends bien en vous écoutant et en analysant et en ayant préparé cette interview, analysant aussi les rapports que vous remettez régulièrement. C'est qu'au fond, vous dites, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire, nous ne pourrons pas défendre si on ne fait pas les réformes nécessaires et la réduction des dépenses. Au fond, la situation internationale ne rend que plus urgente ce que vous dites depuis longtemps. Mais vous avez parlé à l'instant de la question des fonds propres. Bercy annonce ce matin par la voix de son ministre de l'économie la création d'une sorte de fonds propre, justement, qui serait dédié au financement de ces entreprises de défense, auxquelles tous les Français pourraient participer en mettant à partir de 500 €. C'est un véritable appel aux Français pour qu'ils mobilisent leur épargne. Oui, on va voir les détails aujourd'hui, puisque cette réunion a lieu à Bercy. Je souligne, c'est la première question, c'est qui va financer au début. Mais ça veut dire que c'est vous et moi, ça veut dire que c'est tous ceux qui nous écoutent potentiellement, c'est les Français. C'est ceux qui le voudront, personne ne sera obligé de le faire. Participer à cet effort civique peut avoir un vrai sens pour retrouver la maîtrise de notre destin. Mais qu'on n'oublie pas la deuxième question, qui est qui va payer à la fin. Et ça, c'est l'État, c'est la dépense publique. Alors pour revenir sur cette exigence dont vous parliez, au fond, si je regarde l'économie mondiale et européenne aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui marque des buts contre son camp, c'est Monsieur Trump. On va y venir, ces politiques sont mauvaises pour tout le monde, mais d'abord pour les États-Unis. Bon. Mais nous, il faut, en face de ce joueur qui joue contre son propre camp, il faut qu'on monte notre propre niveau de jeu. Ça ne va pas se faire tout seul. Si nous jouons bien, on va y revenir, ça peut être le moment de l'Europe, et ça peut être l'occasion pour notre pays de retrouver la maîtrise de son destin. On a parlé du destin militaire, mais aussi du destin économique. Ça commence effectivement par régler ce problème de finances publiques, et pour ça, il faut à la fois arrêter la croissance de nos dépenses publiques, en volume, c'est-à-dire après déduction. On va y revenir, et je crois c'est possible, mais il faut qu'on fasse des choix. Donc, arrêter la croissance des dépenses publiques, et de l'autre côté, augmenter la croissance de l'économie. Donc, vous voyez, il y a un stop sur la croissance des dépenses publiques, la croissance, et il y a un accélérateur. Alors, arrêter la croissance des dépenses publiques, ça veut dire quoi ? C'est pas l'austérité, on ne les fait pas reculer. Mais on constate que nous avons déjà les dépenses publiques non seulement les plus élevées d'Europe, Apolline de Malherbe, mais les plus élevés du monde, des grands pays avancés. Et beaucoup de nos voisins européens ont le même modèle de société que nous, j'y crois, le modèle social européen, mais nettement moins cher. Alors, quand on regarde ces dépenses publiques, il y a 3 acteurs. Il y a l'État, on parle beaucoup du budget de l'État. Celui-là a commencé à faire reculer ses dépenses publiques en volume. Et puis, il y a 2 autres acteurs, c'est les dépenses sociales et puis les dépenses locales. Elles représentent en fait la majorité de ces dépenses publiques, elles représentent plus de 60%. Donc on ne peut pas faire porter l'effort sur le seul État. Si on a un effort juste et partagé, nous pouvons arriver à stabiliser ces dépenses publiques, arrêter leur croissance. Quand vous dites juste et partagé, est-ce que ça veut dire que, à vos yeux, lorsque l'équation commence à se poser entre des canons et des pensions, c'est-à-dire est-ce qu'on peut, dans ce contexte-là, au fond c'est la lecture que fait François Bayrou quand il dit le contexte international ne nous permet plus d'envisager un retour à la retraite à 62 ans, c'est aussi ce que dit d'ailleurs le président du COR, le Conseil d'orientation des retraites, qui dit que ce débat est même presque dérisoire désormais au regard de la menace internationale. Est-ce qu'en effet vous estimez que le poids des dépenses sociales, dont les dépenses de retraite, qui sont la majeure partie de ces dépenses sociales, doit être réduit? Alors ça, c'est pas à la Banque de France de faire ce choix. Nous éclairons le débat économique. D'abord, je dirais sur la défense, il ne peut pas y avoir de nouveau quoi qu'il en coûte. Il y a un effort légitime, mais il doit être mesuré, il doit être financé. Et sur l'ensemble, je vais simplement dire une évidence, Apolline de Malherbe. Nous ne pouvons plus tout nous payer comme avant. La France va devoir faire des choix. Ça, c'est l'objet de notre débat démocratique au Parlement, avec le gouvernement. Mais disons-le avec lucidité, c'était vrai avant même l'effort de défense. Pourquoi ? Parce que nous devons enfin stabiliser notre dette publique. Nous sommes un des rares pays dont la dette publique continue à augmenter. Ça veut dire que nous transférons aux générations futures un sac à dos qui est de plus en plus lourd quand il entre dans la vie.
Les générations futures, c'est pas une abstraction, hein, c'est nos enfants ou nos petits-enfants pour le grand-père que je suis. Hein. Donc, il faut être très attentif à ça. Si on veut stabiliser la dépense publique, il y a une espèce d'équivalence dans notre économie. Stabiliser la dépense publique, ça veut dire réduire le déficit à 3% en 2029, d'ici 4 ans. Et ça veut dire, tout ça est équivalent, stabiliser les dépenses publiques en volume après inflation. Donc, c'est exigeant, mais c'est possible. D'ailleurs, dans notre histoire, par exemple, entre 2014 et 2018, il se trouve que c'était sous 2 quinquennats différents, nous nous sommes approchés de cette stabilité, mais parce qu'il y a eu un effort de tous, État, plus social, plus local. François Villeroy de Galhau, je rappelle pour ceux qui nous écoutent que vous êtes donc le gouverneur de la Banque de France. Je parlais de cette perspective de croissance que vous avez revue à la baisse, de 0,9 à 0,7. Si je vous entends, ce que je comprends, c'est que c'est moins dû, pour une fois, j'allais dire, à nos propres possibilités ou impossibilités qu'à un contexte international qui a changé, et notamment à l'incertitude que représente un Donald Trump. Sauf que le gouvernement, il a construit son budget avec une perspective de croissance qui était celle de 0,9. Puisque ça change entre-temps, est-ce que ça ne va pas entraîner à nouveau mécaniquement un problème tout simplement de trésorerie ? Non, je ne crois pas, parce qu'une révision de 0,9 à 0,7, c'est relativement limité. Il y aura peut-être quelques bonnes nouvelles dans l'autre sens. Je comprends que peut-être le déficit 2024 sera un peu moins fort que prévu. Il faut tenir le déficit à 5,4%. Et pour ça, il faut faire preuve de ténacité. Je crois que le ministre Éric Lombard a manifesté cette ténacité. C'est pas gagné, mais c'est pas du tout... Mais c'est encore possible. C'est encore possible. Le vrai sujet, il est celui que vous disiez au début. C'est qu'il y a des politiques américaines qui marquent un retournement et qui sont extrêmement négatives pour la croissance partout, à commencer par celle des États-Unis. Vous savez, je crois que ça vaut le coup d'y rester une minute. D'habitude, prenez le temps, c'est très important de comprendre. On parle beaucoup du chaos diplomatique, parlons aussi du chaos économique. Exactement. Oui, vous avez parlé d'incertitude, c'est plus que ça, c'est de l'imprévisibilité et même de l'irrationalité. Mais d'habitude, l'économie, le commerce, c'est un jeu gagnant-gagnant. On échange des produits, des idées, des talents, des innovations, et on s'enrichit ensemble. Le protectionnisme de M. Trump, parce que c'est ça le cœur de sa politique, ça fait exactement le contraire. Ça transforme un jeu gagnant-gagnant en un jeu perdant-perdant, où tout le monde perd. À commencer par les États-Unis, il y a quelque chose qui est très frappant, c'est que hier soir, la Banque centrale américaine, la Federal Reserve, se réunissait et a publié ses nouvelles prévisions. Ils ont abaissé la prévision de croissance aux États-Unis, nettement plus que nous n'avons abaissé la prévision pour la France. Nous, c'était 0,2, c'était 0,4. Et ils ont augmenté l'inflation. Donc, vous voyez, les politiques Trump, c'est plus d'incertitude, mais c'est moins de croissance et c'est plus d'inflation. Mais alors, pourquoi ? Alors ça, je ne sais pas expliquer la rationalité des politiques de M. Trump. Ne me demandez pas l'impossible, je crois... Il doit bien y voir un intérêt. Je crois, hélas, qu'il y a pas mal d'idéologie. Il y a une forme de nationalisme en disant... Voilà, on va protéger l'Amérique du reste du monde. Et puis, je crois qu'il y a une vision fausse de l'économie. Vous savez, d'une certaine façon, M. Trump, il voit un peu l'économie mondiale comme un plateau de Monopoly, c'est-à-dire d'où sa fixation sur les déficits commerciaux. Ce que gagnerait l'un, c'est forcément ce que perd l'autre. Et donc, il faut absolument réduire les déficits commerciaux. Je crois que c'est une mauvaise politique. Face à ça, nous devons avoir une bonne politique. Nous devons monter notre niveau de jeu. Mais ça peut être le moment de l'Europe. Ça veut dire quoi, ça, monter notre niveau de jeu? Alors, monter notre niveau de jeu, si je pousse l'image du foot, et d'une équipe. Ça me va très bien, et je pense que nos auditeurs d'RMC en sont ravis. Oui, moi j'aime beaucoup le football. D'abord, ça commence par jouer plus collectif, de savoir se réunir et dépasser les zizanies gauloises, dont nous donnons entre nous des exemples très très remarquables depuis un an. Je sens votre ironie. Ensuite, avoir la bonne stratégie. Et puis enfin, être capable de l'appliquer avec ténacité pendant toute la durée du match. Mais si j'insiste un peu sur la bonne stratégie, j'ai dit arrêter la croissance des dépenses publiques, l'effort juste et partagé, État plus social plus local, sur plusieurs années, et puis augmenter la croissance de l'économie. Et nous avons un certain nombre de leviers qui dépendent de nous. Ça, il faut qu'on se rassemble en France et en Europe pour les activer. Quel est d'abord l'objectif de croissance qui vous paraîtrait réalisable? À combien est-ce que vous considérez qu'on serait dans un bon chemin
possible dans les mois ou les années qui viennent? Alors, je vais raisonner sur les années qui viennent, parce qu'on peut pas changer ça d'un claquement de doigts, et un match, ça se gagne dans la durée. J'ai parlé de ténacité. Mais on est aujourd'hui autour de 1% de croissance, à peu près ce que les économistes appellent la croissance potentielle, c'est-à-dire la vitesse de croisière de l'économie. La France est un tout petit peu au-dessus, l'Europe en moyenne est à 1. Je crois que nous pouvons porter ce 1% d'ici quelques années à 1,5%. Vous espérez de croissance potentielle. 1,5% de Alors, croissance. pour ça, quand je parle de monter notre niveau de jeu, il faut activer un certain nombre d'accélérateurs. Il y en a qui dépendent de nous, c'est notre travail. Et puis il y en a qui dépendent de l'Europe, c'est muscler l'économie européenne. Vous savez, l'économie européenne, elle pèse autant sur le papier que l'économie américaine. On n'a pas de complexe à avoir. Quels sont les outils que nous, on a d'abord? Alors, sur le travailler plus et travailler mieux, nous avons fait des très grands progrès sur l'emploi en France depuis 10 ans. Ouais, là, ça coince à nouveau quand même l'emploi, non? Appeline de Malherbe, finalement, vous êtes optimiste. Non, je suis déterminé. Et comme la Banque de France est indépendante, il faut voir aussi nos succès. Ça, au passage, d'ailleurs, on a dit un peu de mal de certaines dérives américaines, mais s'il y a une vertu américaine qu'il faudrait que nous gardions, c'est la confiance en nous-mêmes, une forme de fierté. Vous savez, et c'est vrai, les Américains parlent spontanément de leur succès, nous, Européens et Français, on parle spontanément de nos échecs. Un succès français, c'est que depuis 10 ans, notre économie a créé plus de 2 millions d'emplois. Et depuis 5 ans, depuis le Covid, plus de 1 million d'emplois. Alors, le taux de chômage remonte un peu, entre 7,5 et 8, mais dans le précédent ralentissement économique, il y a 10 ans, justement, on était au-delà de 10%. Il faut continuer ces progrès, travailler plus collectivement. C'est la question des jeunes, et notamment des non-qualifiés, développer l'apprentissage, réformer l'école, et puis le travail des seniors, où nous sommes assez en retard. Et puis essayer de travailler mieux, c'est-à-dire augmenter ce que les économistes appellent la productivité. Par heure de travail, on produit plus. Ça, j'espère que l'intelligence artificielle va nous aider. Ça, c'est des leviers qui sont dans nos mains. Les mains des entreprises, les mains des salariés, et je crois que le dialogue social est très bienvenu là-dessus. Qui, vous l'avez vu sur le fameux conclave, est quand même un peu fragilisé. Alors c'est pas sur ces questions de compétitivité, mais sur les questions aussi de travailler plus longtemps. Oui, alors en France, le dialogue social fonctionne quand même plutôt mieux que le dialogue politique. Quand je parlais de nous rassembler, donc je crois que c'est bien d'essayer par le dialogue social. Mais ça ne peut pas creuser davantage le déficit des retraites parce qu'on accroîtrait encore notre problème de dette et de charges transférées à nos enfants. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut augmenter les impôts? Est-ce qu'il faut jouer sur les impôts? Non, je crois moi, je veux pas préjuger du résultat du conclave. Il y a diverses choses qui sont sur la table. Mais en tout cas, la question des impôts doit pouvoir exister comme outil. On a l'impression que ça a été exclu de la table dès le départ par le gouvernement. Souvenez-vous du débat de l'automne dernier. Oui, vous faisiez partie de ceux qui disaient qu'il faut peut-être augmenter les impôts. D'ailleurs, il y en a eu. J'ai parlé de hausse d'impôts ciblés sur les grandes entreprises ou sur ceux qui avaient les plus gros. Ça vous avait été un peu reproché, on peut même le dire. Mais c'est pas une question d'être reproché. Moi, je suis pas là pour éviter les critiques, ni d'ailleurs pour les chercher. C'est simplement de trouver un équilibre. J'avais dit à l'époque qu'il fallait que l'essentiel de l'effort public porte sur les dépenses. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup plus de dépenses que les autres. Donc je crois qu'aujourd'hui, l'essentiel doit porter sur les dépenses. Il y a divers curseurs qui sont dans le dialogue du conclave, mais on ne peut pas augmenter le déficit des retraites. Au contraire, il faut le diminuer. Je rappelle, c'est 15 milliards en 2030. Donc c'est ça qu'il faudrait arriver à diminuer, et même à faire disparaître. Et on ne peut pas non plus diminuer la quantité de travail de l'économie, parce que là, on est sûr de perdre le match économique. Quand je parlais d'augmenter notre niveau de jeu, c'est ça. Alors ça, c'est ce qui dépend de nous. Travailler plus, c'est mieux. Ce qui dépend de l'Europe. C'est ce que j'allais vous demander. Ce qui dépend de l'Europe, elle, c'est réveiller l'Europe, en faire enfin une puissance économique autonome. Qu'est-ce qui se passe, Apolline de Malherbe? Le rapport Draghi l'a très bien dit, l'ancien Premier ministre italien. C'est que, en masse, je regarde la taille de l'économie américaine et la taille de l'économie européenne, c'est équivalent. Simplement, l'économie américaine va beaucoup plus vite, et elle est beaucoup plus jusqu'à Monsieur Trump en tout cas, et elle est beaucoup plus attractive parce que c'est un marché intégré. Et donc, moi je résume ce qu'il faut faire, ce qu'a proposé la Commission, d'ailleurs dans ce qu'on appelle la boussole de compétitivité, à 3 impératifs. Il faut intégrer plus le marché unique en supprimant les obstacles internes. Il faut investir mieux dans les technologies d'avenir. Nous avons beaucoup d'épargne pour ça. Utilisons l'épargne européenne pour l'avenir européen. Et enfin, il faut, 3e I, innover plus vite. Ça veut dire supprimer ou alléger un certain nombre de réglementations. Il y a trop de bureaucratie. Tout ça est sur le papier. Mettons-nous d'accord et surtout, appliquons-le. Si on fait
ce que je disais sur travailler plus et mieux collectivement, ça dépend de la France. Et muscler l'Europe, intégrer mieux l'Europe, on peut passer à 1,5% de croissance. On peut le faire et ce ne sera alors pas juste de l'optimisme, ce sera du réalisme. C'est ce que j'appelle la détermination. Et de la détermination. Et si, je vais insister sur ce si, Apolline de Malherbe, c'est peut-être mon message central ce matin. Si nous le voulons, mais il faut de la volonté, à ce moment-là, la très mauvaise nouvelle que sont les politiques de M. Trump peut devenir une bonne nouvelle pour l'Europe. Ça doit être l'heure de l'Europe. Merci François Villeroy de Galhau d'être venu répondre à mes questions ce matin. Gouverneur de la Banque de France, il est 8h52 sur RMC et BFM TV.